Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va réagir à une actualité concernant le monde du MMA puisque on a vu la vidéo assez choquante d'une athlète, une combattante qui, lors de la pesée, a perdu connaissance plusieurs fois et la vidéo a pas mal circulé. Les gens se sont posé la question pourquoi est-ce qu'elle perd connaissance? Et donc, on va réagir à cette vidéo et au phénomène qu'on appelle le cutting pour les sports de combat et plus précisément pour la pesée. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec les sports de combat, notamment le MMA, eh bien les compétitions se déclinent en différentes catégories de poids. Il y a une raison très simple à ces catégories de poids, c'est qu'en général, à, on va dire, technique et niveau d'entraînement égal, un combattant plus lourd est avantagé par rapport à un combattant plus léger. En effet, ça s'explique par le fait que les combattants plus lourds ont en général plus de force et ont un gabarit plus impressionnant qui va les rendre plus difficiles à battre pour une personne plus légère. C'est assez facile à comprendre quand on se bat contre quelqu'un qui est plus grand et plus gros que soi, nos coups auront moins de puissance, alors que lui, à l'inverse, quand il va taper en fait par sa masse, il va pouvoir faire des dégâts plus importants. Mais c'est aussi valable pour le sol, les techniques de grappling et les techniques de soumission, puisque une personne plus lourde est plus difficile à mobiliser et plus difficile à soumettre. Donc, pour ces raisons, il y a des catégories de poids et les combattants ne se mélangent pas en fonction de leur différence de poids. Par exemple, un combattant de 100 kg ne se battra pas avec un combattant de 60. Ça veut pas dire, et bien sûr, là je vous vois venir, oui, mais bon, c'est le fait d'être massif ne veut pas dire qu'on sait se battre. Bien sûr, vous avez raison, c'est d'abord la technique, c'est d'abord l'expérience, mais on va dire que pour deux personnes qui ont à peu près le même niveau d'entraînement et le même nombre d'années de pratique, avec entre 60 kg, même si vous prenez un champion et si vous prenez un champion poids lourd toute catégorie, en général, il n'y a pas photo, c'est le champion toute catégorie qui va gagner parce que sa masse fait que de fait, il sera plus fort. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors quel rapport avec la vidéo du début? La vidéo du début, c'est tout simplement au moment de la pesée. La pesée, c'est le moment où, comme son nom l'indique, les combattants vont monter sur la balance et on va leur indiquer juste avant la compétition leur catégorie de poids. Ça veut dire que c'est pas parce que d'habitude vous faites 60 kg que vous allez forcément être en catégorie des personnes autour de 60 kg, puisqu'on prend vraiment en fait le poids au moment de la compétition et les athlètes ont des fluctuations de poids, ils peuvent avoir pris du poids pendant la préparation, à l'inverse ils peuvent avoir perdu du poids et ces catégories font qu'en fait un athlète, un combattant peut changer de catégorie au dernier moment. En général, c'est la catégorie du dessous, entre guillemets, puisque les gens font généralement essayer de peser le moins lourd possible pour être dans la catégorie de poids la plus basse. Et cette raison, ça s'explique parce qu'on a toujours intérêt à se battre contre des adversaires le moins lourd possible et idéalement moins lourd que soi pour être avantagé en termes de gabarit et de corpulence. Et là, vous vous dites, oui, mais alors si on est plus fort quand on est très lourd, pourquoi est-ce que tous les athlètes, tous les combattants ne font pas des grosses prises de masse pour être le plus lourd possible? Il y a plusieurs raisons. C'est que la première, la plus évidente, c'est que c'est pas quelque chose de, on va dire, de linéaire en fonction du poids et de votre force. Déjà, il y a une limite, le fait de prendre du poids, du gras et même du muscle en sport de combat ne va pas forcément vous avantager. Chaque athlète, globalement, a un poids où il est optimal en termes de ratio entre sa force et son poids. Ça veut dire que, en gros, s'il est plus léger, il va gagner en rapidité, mais à l'inverse, le fait d'avoir un poids un peu bas, ça peut conduire à le restreindre sur le plan du régime, de l'alimentation, et donc si il est en quelque sorte en déficit calorique, ou en tout cas avec une alimentation qui est un peu trop restrictive pour lui, ça va être plus difficile de justement performer au mieux. A l'inverse, si certains combattants grossissent trop, prennent trop, même que ce soit du muscle ou du gras, ils vont gagner en force absolue, ils vont gagner en gabarit, mais ils peuvent devenir plus lents et ça peut être là aussi un peu difficile à maintenir quand on a un gros gabarit et qu'on se sent un petit peu, on va dire, je vais pas dire le mot pâteux, mais en gros, on a tous compris. Je pense que on a tous un espèce de poids de forme où on a un ratio qui est optimal. Donc on peut essayer de gagner un peu de force et un peu de masse et on peut essayer d'en perdre, mais globalement, les combattants le savent, ils ont un poids de forme qui en général fluctue entre 2 ou 3 kg, c'est une fourchette où ils sont optimales. Donc cette pesée, souvent, le piège en fait de se peser le matin ou la veille de la compétition, c'est qu'on peut avoir envie de descendre artificiellement son poids. Et c'est ce phénomène qu'on appelle le cutting, qui va avoir comme but de perdre le plus de poids possible en un laps de temps, en fait,
très restreint. L'idée c'est pas de faire une sèche, c'est pas de faire un régime, c'est vraiment en fait de s'entraîner comme d'habitude, de conserver sa masse musculaire, mais d'éliminer tout le poids en fait le plus rapidement possible. Et donc ce poids, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau, c'est le contenu de la vessie, c'est le contenu du tube digestif. Donc en fait c'est un poids artificiel qu'on va reprendre normalement si le cutting est bien fait, on va dire, et n'est pas fait de façon extrême, qu'on va reprendre juste avant la compétition. Donc par exemple, on a un combattant de 70 kg, il se dit moi je veux passer dans la catégorie de moins de 68 ou 67 kg, donc il va faire le cutting, il va perdre 4 kg, il va se peser à 66 kg, donc on va dire voilà, tu vas dans la catégorie moins de 67, et ensuite qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reboire, il va remanger, et le lendemain il sera à 70 kg, mais c'est un peu artificiel, il sera dans la catégorie du dessous, et donc il va se battre théoriquement contre des adversaires un peu plus légers que lui. Donc c'est le but de ce cutting. Le souci de ce cutting, c'est que les méthodes pour le faire ne sont pas forcément, on va dire, dénuées de risques, et puis parfois ça peut être totalement contre-productif, comme ce qu'on a vu en fait dans cette vidéo où notre combattante féminine perd connaissance parce que justement elle a vraiment poussé la chose beaucoup trop loin. Donc un cutting, comment on fait pour perdre du poids ? C'est assez simple. Le poids qu'on perd dans l'espace de 24-48 heures, c'est à 90% de l'eau. On perd un peu de gras, mais c'est minime. Donc quand on perd de l'eau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on perd premièrement en fait de l'eau dans les cellules. En gros, on se déshydrate, on perd aussi de l'eau dans les vaisseaux sanguins, par là aussi une perte d'eau. Et on va aussi vider le contenu de la vessie, vider le contenu du tube digestif, donc avec ces différentes méthodes, en gros privation d'eau et privation de nourriture. Si vous vous privez de nourriture 2 ou 3 jours avant, vous videz votre contenu du tube digestif, vous pouvez perdre 1 kg, 2 kg. Si vous utilisez là aussi des laxatifs en plus pour accélérer cette vidange digestive, vous pouvez perdre là aussi 1 ou 2 kg supplémentaires. Si vous allez faire un sauna ou que vous allez courir en vous enroulant de cellophane, comme ce qu'on peut voir parfois, ou avec 10 couches d'imperméable, vous allez transpirer, donc pareil, vous allez perdre 1 kg, 1,5 kg de flotte, et cette flotte en fait c'est très rapide, vous rebuvez, vous reprenez le poids. Mais si vous avez stoppé les apports en eau et les apports en sodium, vous allez rester déshydraté jusqu'au moment de la pesée. Et parfois, certains athlètes vont jusqu'à des méthodes un peu plus extrêmes, notamment, comme je l'ai dit, les laxatifs, qui va accélérer un peu de façon artificielle, mais aussi parfois des diurétiques pour vraiment vider l'eau, vider le sodium, et avoir une perte de poids qui est un peu plus importante que ce qui pourrait être fait naturellement. Et avec ces méthodes de cutting, parfois les pertes de poids sont assez impressionnantes. Ça peut aller, en fait c'est une déshydratation, c'est comme si vous prenez un coup de chaud, c'est comme si on vous prive d'eau pendant plusieurs jours, c'est le même mécanisme, et parfois on peut perdre 6-7 kg si c'est vraiment important, donc ça peut être très important. En gros, c'est un exemple qui n'a pas trop de rapport, mais un bébé qui se déshydrate, il peut perdre, ou un enfant, je dis un bébé parce que souvent les adultes vont se réhydrater, quand on commence à avoir soif, on boit, sauf que le bébé ou le vieillard, ils n'ont pas d'accès libre à l'eau, et du coup ils sont dépendants des autres, et si on oublie de les réhydrater, ils peuvent vraiment atteindre des stades de déshydratation sévères, et bref, les bébés ou les vieillards parfois perdent 10 à 15% de leur poids, donc c'est énorme. Sur une personne de 70 kg, ça fait 7-8 kg. Alors c'est quelque chose de grave, il faut l'hospitaliser, il peut y avoir des conséquences, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc notre athlète, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Probablement qu'elle s'est déshydratée de façon sévère, et quand on est déshydraté, pourquoi est-ce qu'elle fait un malaise ? Elle fait un malaise parce que ses vaisseaux sanguins sont totalement vides. En gros, c'est pas qu'il n'y a plus de sang dans les veines, mais quasiment. Donc en fait, la masse veineuse est beaucoup plus faible, et donc la tension va chuter. C'est le premier mécanisme. Quand on est déshydraté, les vaisseaux sont plus petits, et donc il y a moins de pression artérielle, et c'est cette pression artérielle qui permet d'apporter en fait un débit sanguin, mais aussi de l'oxygène et des glucides, notamment pour le cerveau. Et parallèlement à cette baisse de pression, l'autre chose, c'est que quand les veines sont vides, et quand le combattant se met debout, ou quand il reste debout, quand il se relève, il va y avoir en fait ce qu'on appelle de l'hypotension orthostatique qui va se surajouter, c'est-à-dire que quand il se relève, le sang reste dans les membres inférieurs, et donc la pression au niveau du cerveau va chuter. C'est quelque chose de résumé assez simplement, mais en gros c'est ça. Donc le débit cérébral va chuter en fait transitoirement, c'est pas quelque chose de très grave, mais assez pour que la tête tourne, et puis d'un coup on commence à perdre connaissance, ou qu'on en tout cas fasse une espèce de malaise comme ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que d'un coup on voit ses jambes qui commencent à être un peu flagada, et puis elle a la tête qui tourne, et puis pouf, elle finit par terre, et puis ensuite elle est emportée par les ambulanciers ou je sais pas quels paramédicaux pour être probablement en fait réhydratée. Donc ce genre de déshydratation extrême en fait c'est quelque chose de dangereux, parce que
Outre le malaise en soi c'est pas dangereux, mais le risque quand on est trop déshydraté, c'est que parfois il y a des conséquences plus graves. Parfois on peut faire des déshydratations sévères qui vont avoir des retentissements sur les organes, notamment les reins, le cerveau. Hein. Si vous faites un malaise et que vous tombez la tête la première et que vous tombez avec une mauvaise chute, hein, que vous vous fracturez, le crâne en soi c'est pas très grave si vous avez juste une fracture du crâne, mais si vous faites une hémorragie cérébrale, ça peut être beaucoup plus embêtant. Outre les malaises maintenant, le problème c'est si vous accélérez la perte d'eau et la perte de minéraux, notamment le potassium, avec des produits interdits ou en tout cas un peu plus dangereux, notamment les diurétiques, puisque les diurétiques ont pour effet de faire perdre de l'eau, mais aussi de faire perdre du sel, du sodium, mais aussi c'est la conséquence du potassium. Et quand on a le potassium qui fluctue, ça peut donner soit des pertes importantes de potassium, donc des hypokaliémies, le kalium c'est le potassium, soit dans certains diurétiques qui au contraire en fait réabsorbent le potassium, c'est certaines classes de diurétiques, du potassium qui va être trop haut. Le souci de ce potassium en déséquilibre, c'est qu'il peut donner des troubles du rythme au niveau cardiaque. Et si vous faites un malaise non pas par déshydratation, mais parce que vous faites un trouble du rythme, parfois sévère, hein, parfois des gens meurent à cause de ça, c'est véritablement dramatique. Et ça, c'est pas simplement pour illustrer, tant que c'est un malaise par déshydratation, c'est pas très grave. Il peut y avoir des conséquences sur les reins ou autres, dans les cas, on va dire, vraiment extrêmes, mais en général, après une réhydratation et après avoir mangé un petit peu, ça passe, les veines se regonflent, et puis, en gros, une fois qu'on a restauré le niveau d'eau du corps, ça se passe plutôt bien. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, quand il y a des troubles du rythme cardiaque, parfois, c'est beaucoup plus dramatique, et c'est pas simplement une illustration pour faire peur, il y a vraiment des sportifs qui en sont morts. Souvent j'en parle sur ma chaîne puisque mon sport premier c'est la musculation, il y a des bodybuilders qui sont morts à cause de ça, mais il y a aussi d'autres athlètes, notamment des gens dans le monde du MMA ou d'autres sportifs qui, à cause de diurétiques, c'est quelque chose qui peut aller très vite, font des troubles du rythme et meurent. Bref, voilà pour cette actualité joyeuse, hein, commenter un petit peu les malaises du MMA et de la pesée, donc une vidéo d'information pour vous informer sur le phénomène qu'est le cutting, et en gros, comment, je vais pas dire éviter, mais en gros pour vous informer que si vous êtes un combattant, si vous faites du MMA, ou si parfois vous faites des méthodes un peu compliquées ou complexes pour sécher de façon trop rapide, sachez que ça peut avoir parfois des conséquences et donc que c'est plutôt à proscrire. Et c'est pour ça que certaines fédérations de combattants de MMA sont en train de réfléchir à des façons pour justement éviter la pesée, je veux dire pas le jour J, mais en gros pour éviter que les athlètes aient à faire ce genre de méthode, on va dire un peu difficile, un peu dur pour le corps humain. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura informé. Et pour rappel, je suis co-auteur d'un livre qui s'appelle Le Guide des mouvements du MMA et vous pouvez retrouver ce genre d'informations, mais aussi bien d'autres choses dans les 400 pages du livre. Et donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Sinon, mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient le travail et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne également pour la même raison. Et puis, quoi d'autre, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.